Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité sur Top 243 News et www.top243news.com. Nous sommes en direct au Parlement de la République démocratique du Congo dont la présentation du règlement intérieur de la 4e législature de la 3e République, mesdames et messieurs, qui a pris au moins plus de 10 jours de la rédaction de ces règlements intérieurs qui va permettre à l'exploitation pendant ces 5 ans à venir au niveau de la Chambre haute du Parlement. Pour ce faire, mesdames et messieurs, Top 243 News va vous laisser l'exclusivité de la présentation de ces rapports de la rédaction du règlement intérieur, mais également les débats autour de ce même rapport, les recommandations au niveau des instances compétentes dans le domaine judiciaire pour son approbation. Top 243 va vous laisser suivre au déroulement de cet événement ici jusqu'à la réaction à l'issue de cette plénière qui vous sera donnée à chaud par les sénateurs de la 4e législature et de la 3e République. On va juste revenir pour cheminer avec vous ensemble. Les assisteront notamment pour la mise en place du bureau et l'ensemble des travaux. À présent, nous passons à la présentation du rapport de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur. Cette commission a achevé ses travaux. Son rapport ainsi que le projet de règlement intérieur du Sénat vous ont été distribués. J'invite les membres du bureau et la commission spéciale à venir se présenter devant le podium. Monsieur le Président du Bureau provisoire du Sénat, Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs, chers collègues, il vous souviendra que le 8 juin en cours, il vous a plu de décider de mettre en place une commission chargée de vous proposer le règlement intérieur de notre chambre législative. Règlement en fait qui trace le cadre de notre travail et qui fixe la règle de fonctionnement de la haute chambre dont nous sommes membres. Je voudrais souligner que, faisant l'économie du travail que nous avons fait avec mes collègues, en principe, le règlement intérieur dont vous avez le projet comprend des dispositions qui relèvent de la Constitution, des dispositions qui sont contenues dans des lois particulières mais en rapport avec le fonctionnement du Parlement. Et évidemment, il y a des dispositions qui relèvent des us et coutumes parlementaires. Je vais laisser certainement à notre collègue, Madame le rapporteur, le soin, et avec l'autorisation de Monsieur le Président, le temps de vous dire le rapport des travaux que nous avons faits. La philosophie générale qui nous a guidés dans notre travail est la suivante. Préserver
les acquis et améliorer le fonctionnement du Sénat et, comme je vous ai dit, du cadre de notre travail, de manière que le Sénat demeure véritablement la haute chambre du Parlement et qu'il consolide son rayonnement au sein des institutions de la République dans une sagesse toujours renouvelée et avec l'esprit de responsabilité qui a toujours caractérisé les sénateurs bien avant notre arrivée. Je veux, Monsieur le Président, vous donner les points essentiels et quelques innovations qu'il nous a été possible de vous proposer. Évidemment, cela en synthèse. Voici, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, mes chers collègues, les éléments essentiels que nous soumettons à votre appréciation. D'abord, la question du sénateur à vie. Le règlement prévoit que le sénateur à vie, c'est-à-dire en fait les anciens chefs d'État, ne sont soumis à aucune des obligations auxquelles sont astreints les membres de la Chambre haute. Votre commission, en toute modestie, a estimé qu'il y a quelques contraintes qui relèvent de l'ordre moral. Et donc, il était nécessaire que la dignité, le rang, la considération et l'image du Sénat soient préservées par tous, fussent-ils les collègues à vie, anciens chefs d'État. Et ensuite, on a estimé que les lois de la République, la Constitution, doivent être respectées par tous. Et enfin, une autre contrainte morale, je souligne le terme moral, c'est que à partir du moment où on porte le titre, que dis-je, on a le statut, parce que là il y a des droits et des obligations des sénateurs, nous nous devons respect, considération et solidarité. Voilà le petit paquet d'obligations qui nous a semblé vous soumettre pour que le sénateur à vie soit véritablement membre de la Chambre haute de la République. Il y a également, Monsieur le Président, chers collègues, la question de l'accès au Palais du Peuple et plus particulièrement au bâtiment du Palais du Peuple. Quoi qu'on leur dise, c'est vrai que lorsque les Chinois nous ont construit ce bijou, il n'était pas conçu pour abriter le Parlement. Mais aujourd'hui, force est de constater que le Parlement est ici pratiquement plus de 20 ans. Donc, le respect dû à la République, la sacralisation des lieux, des hautes instances où se décide le destin de la nation, tout cela doit être sauvegardé. Et aujourd'hui, vos collègues observent avec pincement au cœur que le Palais du Peuple, quelque part, est désacralisé. Et à travers cela, le Parlement apparaît parfois comme banalisé ou théâtralisé. Je m'excuse l'expression, mais cela la vérité. Et donc, nous avons estimé qu'il convient que les deux bureaux, le bureau de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, se concertent pour fixer de nouvelles normes qui assurent la sécurité des sénateurs et sénatrices, des députés également, qui assurent la sérénité de nos travaux. Nous décidons pour la République, il faut la sérénité, et qui donne de notre Parlement l'image due à son rang et à sa place au sein des institutions de la République. Et là
nous avons proposé on va vous donner lecture, que l'accès au palais du peuple, plus particulièrement dans le bâtiment, soit désormais soumis au port de badge pour tout le monde. Nous-mêmes, les administratifs qui travaillent avec nous, et à plus forte raison, les visiteurs. Nous avons estimé également que, comme cela a été le cas dans le passé, on doit arriver, sinon à interdire à tout le moins, à organiser de la manière la plus stricte les autorisations qui sont données pour permettre la tautologie, l'organisation de manifestations extra-parlementaires au Palais du Peuple. Le troisième point, la fin du mandat du bureau provisoire. Nous avons voulu vous proposer que obligation soit faite du bureau provisoire de faire rapport de sa gestion à la fin de son mandat. Quatrième point, la constitution du bureau définitif. La partie, elle est dense. Je vais peut-être en synthèse relever la base qui procède à la fois de la Constitution de la République, de la loi électorale, de la loi portant statut de l'opposition. Et donc, à partir de ce fondamentaux juridique, vous trouverez à l'article 25 qu'il est clairement stipulé que la composition du bureau du Sénat tient compte de la configuration politique du Sénat. Et là, c'est la loi portant statut de l'opposition. En son article 11, vous verrez ce qui est écrit. Et là aussi, c'est les articles ont une nuance quelque part. En effet, si on peut imaginer, prenons hypothèse de réflexion, qu'un ancien chef d'État, sénateur de droit, se trouve retenu dans une mission internationale, envoyé spécial, médiateur, dans un conflit où il prend des positions qui ne sont pas compatibles avec les intérêts de la République démocratique du Congo. En tout cas, avec les grandes options de notre pays. Ça pose problème. Imaginez, je dis bien hypothèse de réflexion, un ancien chef d'État qui est impliqué dans un conflit africain, même à l'étranger, ou international, et qui sait que, bon, sur ce point-là, si on va dans ce sens, on finish plan économique, et que c'est encore notre pays soit préjudicié, et il s'en va. Alors nous avons dit qu'il faut peut-être revisiter la loi portant statut d'ancien chef d'État et introduire des petites nuances en ce que cette proposition ou cette nomination fasse l'objet d'une approbation de votre institution. Ça, c'est une initiative que nous proposons. Vis-à-vis du bureau, la recommandation, je l'ai dit tout à l'heure, est que le bureau prenne des initiatives pour toutes les mesures de sécurisation du palais du peuple, des services, de tous les bâtiments et de tous ceux qui travaillent au palais du peuple. Nous demandons également au bureau, nous vous soumettons cette recommandation, d'obtenir qu'il y ait effectivement mise en place une commission paritaire, gouvernement, parlement, et ce qui nous concerne, gouvernement et Sénat, pour convenir, pour fixer les rémunérations de ceux qui travaillent dans les institutions politiques. Et cela a été possible, je n'en veux pour preuve, pour témoin plutôt notre collègue Modeste Bahati. Il sait qu'à l'époque, le Haut Conseil de la République Parlement de transition, cette commission a fonctionné, lui il était du côté du gouvernement, les autorités du côté du Parlement. Nous avions une
commission qui a siégé sur les rémunérations des membres du gouvernement, des membres du Parlement, je crois des PDG et des gouverneurs de province pour avoir une grille nationale harmonisée qui tienne compte aussi des rémunérations de ceux qui travaillent dans la fonction publique. Et nos collègues ont considéré que notre bureau doit, en tant que chambre haute, la chambre de la sagesse de la République, prendre des initiatives pour que cette structure existe, au lieu de dire oui, lorsqu'on discute les prévisions budgétaires, on travaille tout ça, il faudra que cette structure soit remise en fonction pour plus de justice et plus d'harmonie en matière de rémunération. Et enfin, je vous l'ai dit, l'interprétation de l'article, je crois, 104, qui dit que nous sommes par ailleurs représentants des provinces. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, chers collègues, la quintessence de ce qui nous a été possible tout modestement de faire comme travail et que nous soumettons à votre sanction. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président de la Commission spéciale, pour votre brillant exposé. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre la lecture du rapport de la Commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur. J'ouvre le débat sur ce rapport. Que ceux qui veulent intervenir se fassent inscrire. Je reprends pour les collègues qui veulent intervenir. Il s'agit de collègues Patroumois, Aguito, Langard, Bazé, Gézi, Betty, Saban, Kalumba, Kalala, Boulabandi. On commence par le premier. Alors on commence par le premier, le collègue Patroumois. Il y a eu des problèmes de gouvernance. Honorable Président, la mauvaise gestion ne se présume pas. La mauvaise gestion se constate. Elle se constate à travers un rapport, un contrôle minutieux tel que dicté aux articles 115, 116, 117 et 118 de ce projet. Aussi, Honorable Président, toute comparaison n'est pas raison. Il y a eu mise en place d'une structure dénommée comité de validation à l'issue d'un contrôle dû à la gestion des finances publiques lors de la législature de 2006 à 2012. Il y a eu un problème, Honorable Président. Ce n'était pas quelque chose qui est arrivé d'entrée de jeu et qui a été consigné d'entrée de jeu dans le règlement intérieur. Nous sommes au courant de cette situation parce que nous sommes dans ce bâtiment depuis 2003. Et donc, on ne fasse pas cette comparaison qui n'a pas de place ici. La troisième, ce que je vais peut-être proposer, Honorable Président, peut-être que nous sommes tous concernés par une rémunération équitable. Et j'aimerais que, Honorable Président, qu'on crée dans le règlement intérieur un article qui fixe la tension, comme on l'a fait pour l'administration, la tension de traitement entre les sénateurs et les membres du bureau à partir du traitement du président. Je vais proposer un article ci-dessus. Honorable Président, toujours par rapport à cette deuxième observation, nous n'allons pas accepter d'entrer des jeux, comme je venais de le dire, de vider de leur substance les attributions de notre président, que nous ne connaissons pas encore, chers collègues, que nous n'avons pas encore vu à l'œuvre, que d'entrée de jeu, on vide ses attributions parce qu'il est le seul qui valide le plan de trésorerie qui lui est soumis par la question. En troisième lieu, Honorable Président, c'est le cas de nos assistants. Je suis bénéficiaire, Honorable Président. Mais restons logiques avec nous.
le pays est en guerre, mon président. Le pays a besoin de ressources financières. Alors nous nous arroger de 2 assistants et qui portent le statut d'un secrétaire particulier dans un pays en guerre où les ressources sont diminuées de 60%. Et le Sénat est rétribué par une dotation. Le Sénat n'est pas un service générateur de revenus. Nous recevons la dotation. Alors nous nous arroger de 2 assistants qui portent le statut de secrétaire particulier. Pour moi, je dis non, non. Il faudrait qu'on réfléchisse. Et je proposerai à notre commission, à mes collègues sénateurs qui me suivent, de reprendre les dispositions consignées dans l'ancien règlement intérieur. Ils sont clairs. Nous avons besoin des assistants, nous avons besoin de l'appui, mais on n'aura, président, pas au rang les instituer ou les élever au rang d'un secrétaire particulier. Les secrétaires particuliers travaillent toute l'année, on aura, président, de 10h ou de 9h à 19h, à des heures actives. Toute l'année, vous allez les comparer à un assistant qui travaille pendant un semestre. Là, j'ai dit. Parce qu'il faudrait, moi je proposerais qu'on reste avec un assistant et qu'il ait les statuts qu'il ait les statuts particuliers qui lui sera conféré par la décision du président du Sénat. Et s'il le faut, il faut reprendre les dispositions du ancien règlement intérieur quant à ce. Honorable Président, je termine par les avantages des agents et cadres de l'administration du Sénat. Ayant trait à l'allocation des fins de carrière, tel que prescrit au point 1 de l'article 297, ancien 301. Je dirais ça du rapport. À la lecture de l'article 2 de la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents des services publics de l'État, celle-ci faisant allusion au personnel du Sénat, les agents de carrière des services publics de l'État et au regard de l'article 117 de la loi précitée bénéficient de cette allocation de fin de carrière à chaque du trésor public. Voulons-nous consacrer les paiements doubles d'un avantage au trésor public? Je ne pense pas que ça passe. Parce ils ont ces statuts-là, quoique détachés de l'administration publique vers le Sénat. Et ça ne passera pas, moi, président. J'ai lu quelque part la décision de notre ancien président, le président Tamboué, qui consacre ces avantages tels qu'ils ont été lus par notre rapporteur tout à l'heure, à l'article 297. C'est beaucoup d'avantages, mon président. Et il ne faudrait pas qu'on consacre aujourd'hui des avantages à qui demain vont créer des troubles. Parce que nous connaissons la vie ici. C'est des branches de palmiers qui viendront. C'est des cris, c'est des caméramens qui viendront. Ça sera des injures à l'égard de notre bureau. En tout cas, je ne suis pas membre du bureau, je ne suis même pas candidate. Mais je tiens à la stabilité, comme le président de la commission l'a si bien dit. Je tiens à la stabilité de notre Sénat, de notre Chambre. Il ne faudrait pas qu'on nous amène des troubles inutilement. Il y a cette décision du président Tamboué qui existe et qui est exécutée. Nous avons un ancien président du Sénat qui peut être là, qui est d'accord avec moi. Cette décision existe. Il ne faudrait pas qu'on vienne créer des rubriques pour nous amener des tensions inutilement. J'ai dit honorable président. Qu'on puisse voir les propositions si ça peut figurer dans notre règlement intérieur. Je passe la parole à notre collègue sénateur Aguito. Merci, honorable président, pour la parole m'accordée. Je prends la parole, les collègues membres de la commission qui
qui ont abattu un travail de qualité, un projet de règlement intérieur potable qui nous permettra de fonctionner suivant ce qui deviendra, après le passage à la proportionnelle, une loi organique. Je prends la parole aussi, honorable président, c'est pour donner 2 précisions de taille. En suivant le président de la commission, l'honorable Tundula, je l'ai entendu dire que les sénateurs iront au Parlement panafricain en mission. Non, au Parlement panafricain, ceux qui y vont, ce sont les 2 sénateurs, qui est le quota reconnu à tous les États membres de l'Union africaine, qui représentent le Sénat. Donc, ils iront là-bas siéger pour toute la législature. Au Parlement panafricain, on n'y va pas en mission, on va plutôt pour siéger comme député panafricain. La deuxième précision, c'est ce qui concerne le 2e assistant parlementaire. Je viens d'être députée, j'ai participé aux discussions et aux débats pour l'élaboration et l'adoption du projet du règlement intérieur à l'Assemblée nationale. Je préfère vous lire ce que dit l'article qui concerne le 2e assistant parlementaire. C'est l'article 115 plutôt, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le député national, autre que les membres du bureau de l'Assemblée nationale, a droit à un assistant parlementaire choisi par lui pour l'aider dans son travail. Toutefois, si le budget de l'Assemblée nationale le permet, le député national pourrait avoir droit à un 2e assistant. L'assistant parlementaire fait partie du personnel politique de l'Assemblée nationale. Il a droit à une rémunération et aux avantages fixés par le bureau de l'Assemblée nationale. Je me limite là, ce qui veut dire que pour l'instant, pour des questions de contraintes budgétaires, étant donné que le budget 2024 est déjà d'exécution depuis 6 mois, l'Assemblée nationale avait opté, les députés nationaux du moins, que pour ce qui concerne le 2e assistant parlementaire, qu'il puisse être pris en compte à partir de l'exercice budgétaire 2025. J'ai dit. Merci. Je vous remercie. Si après les 45 jours, rien n'est fait, on n'a pas informé l'initiateur de la loi, je le dis parce que tous ici, il y en a qui ont été ou ACPT à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas la tradition du Sénat ici. Mais il y a des gens qui ont pris des initiatives de loi. Ils ont fait 1 année, 2 ans et tout le mandat. Ces projets de loi, cette proposition de loi, c'est toutes les propositions de loi qui émanent de tous les parlementaires. On ne l'a pas présenté, rien n'a été fait. Quelle serait la suite si rien n'a été réservé dans les 45 jours? C'est la soif qui nous est restée. J'ai voulu avoir la réponse de notre commission, honorable président. La deuxième intervention, c'est une demande. À la page 27, une demande, quand on parle de l'entrée ici au Parlement ou au Palais du Peuple, je me rappelle qu'en 90, pendant la conférence nationale souveraine, l'Assemblée nationale siégeait au Palais de la Nation. Et après, on nous a délocalisés ici. Mais pour tout le monde qui voyage, parce que nous parlons même de nos assistants, les assemblées nationales, les Sénats, ont même des bureaux de sénateurs, ont même des bureaux des députés nationaux.
est-ce qu'on ne peut pas, c'est une recommandation, chercher à délocaliser ces deux chambres ici où nous nous retrouvons pour que l'on puisse rentrer à l'initiative qui a fait qu'on construise par les Chinois, on nous a dit ça, la Deuxième République, c'est palais du peuple. Parce qu'il ne faut pas que nous soyons toujours en déphasage, en nous donnant beaucoup d'attributions en déphasage avec la population. Quand on va commencer aussi avec beaucoup de pages ici, peut-être c'est là qui était déjà habitué à entrer ici chaque jour, ça va nous mettre en déphasage. Un projet de délocalisation où l'on mettrait un nouveau Sénat d'ailleurs qui n'est pas directement lié dans le même bâtiment avec l'Assemblée nationale, c'est la Chambre des sages, avec des bureaux à nous, les sénateurs, pas même nous, peut-être les autres de 2028, pour que l'on puisse être au moins autonome et aussi moderne, parce que je vois que partout où nous passons, quand nous sommes à l'extérieur, les sénateurs ont leurs secrétaires, leurs assistants, ils ont leur laptop et ils produisent, ils réfléchissent dans leurs petits bureaux, même s'ils sont petits. Je crois que c'est le cas. Il faut plutôt changer au lieu d'être en déphasage ou en conflit avec la population. Parce que le palais du peuple a quand même une histoire. C'est donc une demande, mais un projet qu'on pourrait faire dans 5 ans, 10 ans, mais que ça soit acté que nous sommes des locataires de la grande salle de conférence internationale. Ce n'était pas dédié au Sénat. Je voudrais, pour terminer, formuler une deuxième demande. Si on peut nous produire par nos services les règlements administratifs et financiers de notre Sénat, parce que nous sommes nouveaux ici, et on a fait allusion à ces règlements financiers ici, sans nous l'avoir distribué. Ça pourrait nous aider à comprendre tout ce qu'a dit l'honorable Vicky Katouma, parce qu'elle est déjà habituée à cette chambre depuis 2003. Ces règlements financiers pourraient nous aider à comprendre certains des articles qui sont ici, parce qu'il ne faut pas aussi que les droits administratifs des agents soient confondus aux droits administratifs ou financiers des honorables sénateurs. Moi, je voudrais qu'il y ait ces distinguos, parce que les sénateurs et sénateurs, les administratifs restent administratifs. Mais je ne voudrais pas commenter sur un règlement que j'ai déjà mis. Je vous remercie, honorable président. Je passe la parole à notre collègue, le sénateur Petit. Pour saluer vraiment la justesse, la hauteur du travail qui a été abattu. Et ça ne me surprend pas lorsque je considère qu'à la tête de la commission, il y a quand même un député devenu sénateur et qui a fait du chemin. Je me souviens d'avoir été dans une des commissions présidées par lui il y a peut-être une quinzaine d'années, toujours sur les règlements intérieurs. Donc bravo à cette commission et je salue particulièrement les innovations, parce que c'est ça qui fait la force d'un État. Chaque mandature qui arrive identifie les problèmes qui se sont posés par le passé et propose des voies de solution. C'est comme ça qu'on s'améliore. Merci beaucoup. Je vais quand même formuler quelques observations. Elles touchent à la fois à la forme et au fond. Je ne vais pas trop m'attarder sur la forme, parce qu'on aura le temps peut-être de formuler ça par écrit. Juste attirer l'attention sur certaines formulations et certains changements, par exemple des textes. Si on a dans les titres 2, on parlait tout simplement de l'organisation, fonctionnement et tout ça. On a changé, on a ramené des questions liées au bureau provisoire et tout ce qui est provisoire.
provisoire, mais il faut que dans les titres, ça soit reflété. Autrement, on a un chapitre premier qui n'est pas en cohérence avec les titres. Et on a un chapitre 2 qui commence les titres. Donc il faut juste mettre en cohérence le texte et je pense que ça va passer. Et des questions de forme, du genre, par exemple, lorsqu'on parle du sénateur à vie, la façon dont c'est rédigé, le Sénat comprend 108 membres et un membre des droits. Alors, c'est un membre des droits, c'est aujourd'hui. Dans 10 ans, 15 ans, il y en avoir 3, 4. Donc il faut formuler de manière plus globale. Et ça va être effectivement une loi. Par définition, elle est globale. Mais on va continuer ces observations par écrit. Je voudrais aborder quelques éléments de fond. Alors, le tout premier des fonds que je trouve assez hasardeux, c'est, je pense à l'article 9, comme on lit les rapports, on voit qu'il y a possibilité d'une incertitude sur l'âge des doyens de notre bureau. Je pense qu'il y a 10 ans, 15 ans, peut-être 20 ans, ça pouvait être quand même un élément pertinent, mais aujourd'hui, il faut quand même que la nation évolue. Nous avons des tests qui nous disent qu'il faut avoir les attestations de naissance, il faut avoir des éléments de référence, et qui sont au dossier de la CEDU. Tout le monde pourrait être dit ici a dû produire ces éléments. Moi, je dirais, s'il y a identité d'âge sur la base des éléments de l'état civil, parce qu'on arrive au Sénat quand même avec des éléments de l'état civil qui sont au dossier. À ce moment-là, le tirage au sort va s'appliquer sur les personnes qui ont une identité d'âge, selon leurs éléments. Mais si on pense qu'on va se référer à autre chose, on est en train de sortir aussi du droit, ben, peut-être que vous allez nous édifier là-dessus. La deuxième observation des fonds, je la tire de l'article 221, alinéa 1er du texte, qui s'est repris dans les rapports, et que je mets en cohésion avec l'article 219. Alors, à l'article 221, qu'est-ce qui est dit? Tout sénateur frappé d'incapacité permanente, tu m'as constaté, perd son mandat pour cause d'empêchement. Mais en même temps, l'article 219, lui, nous dit que, voilà, le mandat des sénateurs peut prendre fin soit par empêchement définitif, soit par incapacité permanente. Je retrouve des concepts qui se croisent et qui évoluent. Empêchement définitif. Et par ailleurs, l'incapacité permanente occasionne la perte du mandat pour cause d'empêchement. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut absolument réformuler pour qu'on arrive à un entendement beaucoup plus complet et beaucoup plus pertinent. Je voudrais insister sur l'article 46 notamment, où il est fait état des avis préalables des groupes politiques, des groupes provinciaux, au regard de tous ces principes qui ont été évoqués ici, le principe de la liberté du sénateur, non seulement dans la circulation, mais aussi dans l'opinion. Moi, je vois toujours une source de conflit lorsqu'on parle des avis préalables. Et si je ne suis pas d'accord avec l'avis préalable de mon groupe, qu'est-ce que j'ai fait? On va dire c'est un avis, on peut s'en passer, mais pourquoi ne pas instituer plutôt un régime d'information?
j'informe mon groupe et j'exerce ce que je dois faire. Je fais ce que je dois faire selon les principes de la liberté, parce qu'il y a quand même à la fin une redevabilité. Je voudrais joindre ma voix à celle de ceux qui ont demandé qu'à l'article 119, on respecte le principe selon lequel le président du Sénat est lui l'ordonnateur principal. Et le questeur est l'ordonnateur de l'État. Pourquoi je dis la question de l'élevabilité, je pense que ça a été abordé suffisamment. Nous devons rester en cohérence parce que si on a un autre comité, en cas de responsabilité, tout le monde devient responsable. Qui va répondre de quoi? Et le président va dire non, mais écoutez, le comité de validation avait validé. Enfin, toujours au niveau du fond, j'aimerais vraiment attirer l'attention des honorables sénateurs ici présents et particulièrement de la commission sur l'article 223. Nous sommes en train de construire un état de droit. C'est un état qui doit rester mesuré sur les droits et les obligations des uns et des autres. Surtout que nous sommes en train de construire cet état de droit dans un environnement judiciaire qui est aussi problématique. Donc moi je souligne, je souhaite vivement que la question des poursuites ou même d'instruction des dossiers à charge des sénateurs et le cas échéant de poursuites soit bien abordé, spécifié dans notre règlement interne. Si je lis ce qui est écrit, je vois qu'il y a une difficulté entre les chefs de demande qui ne sont pas spécifiés en cas d'autorisation d'instruction et les chefs de demande qui vont fonder l'autorisation des poursuites. Ma compréhension est celle-ci et je pense qu'on peut la traduire en lettres. Lorsqu'il y a des faits pour lesquels le procureur général et la Cour de cassation estiment qu'il y a de gravité et qu'il y a lieu à ouvrir une enquête, c'est-à-dire à instruire, en n'oubliant pas qu'il instruit lui comme tout parquet à charge et à décharge. La procédure qui s'ouvre devant notre chambre, elle va se limiter à autoriser l'instruction. Lorsque, à l'issue de l'instruction, le parquet général près la Cour de cassation estime qu'il a réuni des éléments suffisamment à charge pour entamer la poursuite, il va revenir devant notre chambre pour demander, par voie de réquisition, l'autorisation des poursuites. Comme ça, les échéances ou les étapes sont séquencées clairement dans notre propre règlement pour éviter tout emmêlé et toute réquisition qui serait en violation totale de cette disposition que nous aurons spécifiée clairement tous. Et je pense qu'en les faisant ainsi, nous allons gagner aussi en transparence dans la procédure. Je voudrais citer par une observation au sujet des assistants parlementaires. Je pense que lorsqu'on regarde ce qui se passe sous d'autres cieux, on voit clairement que le sénateur qui a d'abord la charge
de représenter sa province ou son État, selon les cas. Lui, il doit avoir un ancrage, pas d'abord dans la capitale, c'est d'abord dans son État, dans sa province. Et quand vous voyez ce qui se passe ailleurs, ils ont même des bureaux dans leurs États, dans leurs provinces, qui sont payés par l'État. Parce que ce n'est pas évident de représenter tout un État, toute une province. Il faut avoir des services sur place. Et ils ont un bureau au niveau de la capitale. Mais nous ne parlons pas de bureau. Parce qu'un bureau, ça signifie un cabinet, vous avez vu. Si vous allez ailleurs, c'est des cabinets qui fonctionnent avec un chef de cabinet, des conseillers, et tout ça, c'est des cabinets. Donc, si on en arrive, nous, à avoir 2 assistants parlementaires, je pense, pour ma part, que ça serait judicieux d'avoir un assistant dans la capitale, un deuxième assistant en province, ou faire ne fût-ce que cet ancrage-là et permettre à ce que le travail ne se passe pas simplement pendant les vacances parlementaires, mais ça se fait au jour le jour. Et il y a des rapports qui partent de la province vers les sénateurs pour son efficacité, pour que le pays avance. Maintenant, est-ce que budgétairement cela est possible? Pourquoi ça ne devrait pas être possible? Si c'est nécessaire pour ces pays, il faudra peut-être voir à l'exercice prochain si on ne peut pas avoir une allocation budgétaire pour ça. Mais je pense que si les autres États ont institué cela, ce qui est une raison évidente et qui est très très différente, peut-être, de ce qui se passe au niveau des députés nationaux. Mais en tout cas, au niveau du Sénat, je pense que c'est beaucoup plus justifié qu'au niveau de l'Assemblée nationale. Honorable Président, je crois que pour les autres aspects, nous allons produire par écrit nos réflexions et même quelques propositions de formulation et des amendements, en vous remerciant pour votre attention. Merci beaucoup. Des observations d'ordre général, quitte à ce que, après que les amendements aient été déposés, il y ait un débat article par article. Et sur ces dispositions générales, on salue les grandes lignes qui ont été mentionnées dans la constitution du bureau. La question de la représentation en tenant compte de la configuration politique, y compris l'opposition, la représentation des femmes et les provinces, et moi j'entends cela ici comme l'espace politique, géopolitique de notre pays. Et ensuite, on a suivi tout ce besoin de transparence qui a été recherché dans le travail qui a été élaboré, transparence de gestion, et finalement quelques recommandations qui ont été faites. Moi je voudrais juste sur d'abord la question de la transparence, parce que au niveau de la page 8, l'article 19, 23 nouveau, on parle du rapport de gestion qui doit être fait par le bureau provisoire. Je crois qu'il faut indiquer une périodicité parce que selon les missions du bureau provisoire, la dernière mission est l'installation du bureau définitif. Et donc voir à quel moment est-ce que présenterait ce rapport à l'Assemblée, je pense qu'il faut qu'il y ait une indication de périodicité pour que ce soit plus aisé au niveau de ce bureau provisoire, premièrement. Ensuite, les deux autres remarques que je vais faire, c'est au niveau des recommandations sur l'accès. Autant qu'effectivement il faut assurer un minimum de contrôle, il faudrait maintenir une accessibilité parce que le Parlement finalement est là pour servir le peuple et doit permettre qu'il y ait toujours des interactions avec cette population, indépendamment du contrôle qu'on voudrait instituer, ça reste quelque chose d'important.
Et je crois que pour finir, c'est sur la recommandation faite sur la libre circulation des sénateurs. Je pense que ici le Constituant a voulu d'abord permettre justement cette libre circulation, que ce soit des députés nationaux, provinciaux ou même des sénateurs, à l'intérieur du pays principalement. Je le dis parce que à l'extérieur du pays, nous n'avons pas tous les mêmes règlements. Si à l'intérieur du pays, on n'a pas besoin d'un document autre que notre carte de législation et notre billet pour pouvoir nous déplacer, à l'extérieur, il est fait usage d'un passeport diplomatique et il y a une attention à donner sur l'utilisation de ce passeport diplomatique. Certains pays, des fois, à l'extérieur, exigent un document, soit d'un ordre de mission, lorsqu'on se déplace de manière officielle, ou d'une autorisation de sortie pour assurer de la qualité de la personne qui porte le passeport diplomatique, à moins que le sénateur à ce moment-là ne fasse usage de son passeport ordinaire. Et donc je crois qu'il y a une attention à mettre en ce qui concerne les déplacements à l'extérieur des sénateurs, en ce qui concerne les autorisations de sortie ou les ordres de mission, de manière à ce qu'ils ne puissent pas rencontrer des difficultés dans l'utilisation de leur passeport diplomatique à l'extérieur du pays. C'est juste une remarque que je voulais faire à la Commission. Je pense que pour le reste, je salue encore le travail abattu et qui va permettre, qui permet déjà qu'on ait une bonne base, en tout cas pour la suite du travail qui devra se faire dans l'adoption de notre règlement intérieur. Merci au Honorable Président pour la parole qui m'a été accordée. Pour les bureaux provisoires, je la considère comme le passé. Nous devons légiférer pour l'avenir. Dans les règlements que nous sommes en train d'analyser, je vous invite à nous référer à l'alinéa premier de l'article 1 du Sénat français le 18 janvier 2014, il dit ceci: à l'ouverture de la première séance qui suit le renouvellement du Sénat, les plus âgés des membres présents occupent les fauteuils jusqu'à la proclamation de l'élection du président. Je conseillerais qu'on puisse en faire note cet article. J'ai dit. Aux places, avec un sincère remerciement. Débat sur le rapport, veuillez les manifester, qui sont pour. Qui sont contre. Qui s'abstiennent. La majorité est pour. Bon, c'est un travail qui a été très bien fait, je pense, avec beaucoup d'innovation, comme vous l'aurez constaté. Et donc, il ne nous revient plus qu'à l'adopter et à espérer que nous aurons un mandat, une législature encore beaucoup plus dynamique que celui qu'on a connu au cours de la dernière législature. Bon, il y en a beaucoup. Par exemple, les innovations en matière de mise en place du bureau, notamment le fait qu'il faut associer les différents groupes parlementaires, les différents groupes provinciaux, mais surtout qu'il faille veiller sur l'efficacité, la compétence des uns des autres, des innovations en matière de contrôle parlementaire. Il y a beaucoup d'innovations et là-dessus, je ne saurais pas passer le tout à rien. Bon, je ne saurais pas vous dire quoi que ce soit parce que ce ne sont pas des acquis. Ce sont des propositions. On a essayé d'examiner toutes les questions techniques, politiques.
il y a eu des réponses qui ont été proposées. Dans la plénière, les sénateurs ont apporté des contributions. Donc, nous allons recevoir les amendements le lundi, parce qu'on ne travaille pas demain. Et le mardi, nous allons examiner les amendements en commission, de manière que le mercredi, on puisse adopter l'article par article. C'est beaucoup. Peut-être que... Quelques-unes. Non, c'est beaucoup. Et surtout, je ne peux pas vous annoncer des choses qui ne sont pas encore adoptées ici. C'est mieux d'attendre que je vous annonce des acquis. Vous comprenez? Je crois qu'on se comprend. C'est que vous pouvez diffuser avec certitude. Essayer d'abattre un travail, je fais partie de la commission, dirigée par le président de Togola. Les innovations ont consisté à parfaire notre règlement intérieur, dans ce sens que, par exemple, si je vous donne une innovation où on a dit, au cas où il y a une résolution du Sénat adressée à un membre du gouvernement, dans les 45 jours qui suivent, dans les 30 jours qui suivent, s'il n'y a pas application de la résolution, nous saisissons les instances judiciaires compétentes. C'est une forme de sanction que nous appliquons. Parce que parfois, les membres du gouvernement pensent que quand ils viennent au Sénat, ils ne sont pas sanctionnés par des motions de censure, des motions de défiance. Mais là, on saisit les instances judiciaires s'il y a mégestion. Vous comprenez? Nous avons essayé de mettre les garde-fous qui nous permettent d'assumer, d'assurer valablement les rôles qui nous sont confiés par le peuple. Il avait plu à mes collègues, ces 4 membres qui composent la commission spéciale pour la rédaction du règlement intérieur du Sénat congolais, de faire de nous des rapporteurs adjoints de cette commission spéciale. C'est un événement, d'abord c'est constitutionnel. Au début de chaque mandature, il y a un règlement intérieur qui doit être rédigé. Et c'est ça ce qui va diriger maintenant les travaux, le fonctionnement et tout ce qui concerne le Sénat durant les 5 années de législature. Donc c'est un travail très important qui régit la vie des sénateurs, le fonctionnement et le Sénat, ses relations avec l'extérieur, et ainsi de suite. Donc c'est un travail très important. Donc, bref, on peut dire que la vie du Sénat dépend de ce travail-là. C'est en fonction de ça que les sénateurs vont agir, c'est en fonction de ça que le Sénat va continuer à fonctionner. Bon, pour ce qui est d'innovation, moi je crois que vous avez suivi, il y en a à peu près 10, je ne saurais pas tout énumérer ici. Et aussi, c'est encore un projet, parce que la plénière ne s'est pas encore prononcée. Les jours où la plénière, peut-être la semaine prochaine, la plénière va accepter. Prenons par exemple là où on a parlé des 2 assistants. Vous avez suivi les débats. C'est provisoire et jusque-là, les innovations qu'on a introduites, ce sont des innovations qui sont encore provisoires. Les jours où il y aura l'adoption par la plénière et l'adoption de tous les textes, c'est à ce moment-là qu'on va dire voilà, l'innovation que nous avons introduite est acceptée et l'autre n'est pas acceptée, c'est celle-là qui est acceptée et que ça sera aussi modifié. Soit on va retrancher, soit on va ajouter, ou soit on va tout simplement rejeter. C'est après, c'est à ce moment-là qu'on va dire que les 13 innovations qui ont été introduites, les projets, disons, pour le moment c'est encore le projet, sont acceptés et ça peut être opérationnel. Mais ce n'est pas aussi suffisant parce que ça doit aller à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle doit aller vérifier la conformité à la Constitution. Donc ce que nous faisons est provisoire. Même si nous adoptons ça ici, il y aura l'étape de la Cour constitutionnelle qui va finalement donner la valeur finale pour qu'on puisse fonctionner avec ça. Donc voilà un peu, c'est provisoire. Mais là, pour nous, la plus grande étape, ça doit d'abord être adopté au niveau de la plénière du Sénat. Et après ça, l'étape qui sera définitive, c'est l'étape de la conformité avec
avec la Constitution de la République. Mesdames et messieurs, tout commence bien, finit bien. Nous sommes en direct ici au niveau de la Chambre haute du Parlement parce que la Chambre basse avait déjà clôturé sa session ordinaire du mois de mars pour 2024, mais la Chambre haute du Parlement continue avec sa mission. C'était des validations, mais également rédaction du règlement intérieur, ainsi que, mesdames et messieurs, mise en place du bureau définitif. La Chambre haute du Parlement a, par le biais de la commission spéciale de la rédaction du nouveau règlement intérieur qui permettra son exploitation pour ces quinquennats de la 4e législature, Christophe Lutundula Apala, mesdames et messieurs, président de cette commission, vient de présenter les rapports de cette commission, mais également, il a profité de l'occasion à répondre aux préoccupations des sénateurs sur leurs points de vue qui seront encore déposés dans le prochain jour, afin que la commission puisse améliorer toutes les recommandations, afin de permettre à ce que la Cour constitutionnelle puisse tabler sur ces règlements intérieurs, si je ne m'abuse pas, parce que quand il s'agit de la question du droit, il faut avoir beaucoup de réserves. Mesdames et messieurs, à l'issue de cette plénière, vous avez suivi également les réactions de Christophe Lutundula, mais également le membre de cette commission qui ont travaillé pour l'élaboration de ces règlements pour la 4e législature de la 3e République. Ils se sont également exprimés à votre micro, mesdames et messieurs, les réactions à chaud la fin, parce que jusque-là, le Sénat a reçu ces rapports de la rédaction de ces règlements intérieurs de la Chambre haute du Parlement. Il est encore disponible pour eux. Il leur a été recommandé à les réfléchir pour 2 jours ou 3 jours de plus pour prendre toutes ces recommandations pour apporter le rapport final. Et à son tour, le bureau d'âge qui est présidé par Pascal Kinduelo va tabler sur la question afin de présenter l'organe délibérant qui table sur les questions des droits en République démocratique du Congo. Merci parce que vous étiez très nombreux. Restez connectés sur votre groupe média Top 243 News et www.top243news.com. À très bientôt. Ciao. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.